Marie Montpetit. Une lettre dans le journal aujourd'hui demande: êtes-vous prêt à ne plus manger de viande pour sauver la planète? Ce sont deux étudiants au doctorat en économie qui rédigent cette lettre. On en discute avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Bonjour Isabelle. Allô Marie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette prise de position? Ben, je trouve ça intéressant parce qu'on sent un grand mouvement chez les jeunes. On parle d'éco-anxiété. Et on sent un mouvement vers le végétarisme, le flexitarisme. Donc, les jeunes veulent manger de moins en moins de viande. Et si, à l'époque, c'était vraiment pour des raisons de santé, maintenant, c'est vraiment pour la protection de l'environnement. Et dans cette lettre-là, on avance justement que manger du bœuf pollue 10 fois plus que manger du poulet par gramme de protéines et 25 fois plus que manger du tofu, encore une fois, par gramme de protéines. Les jeunes sont très, très, très sensibilisés. Et puis, bon, les deux étudiants au doctorat rapportent que le fait de diminuer la consommation de 3 repas, par exemple, on prend 3 repas de viande, on les substitue par 3 repas de protéines végétales, que ce soit du tofu, des légumes ou autre, ça va diminuer l'empreinte écologique de 30%. Donc, c'est quand même très significatif. Et c'est intéressant parce que ça m'amène sur le sujet que je voulais aborder avec toi justement aujourd'hui, là. Oui, sur le végétarisme. Mais juste avant d'aller là-dessus, tu sais, Isabelle, il y a de plus en plus d'initiatives aussi en ce sens-là qui démontrent, tu sais, l'empreinte écologique de ce que l'on mange. Puis, entre autres, à Polytechnique, à l'école Polytechnique de génie, là, ils ont mis ça en place dans leur cafétéria où ils mettent l'empreinte, dans le fond, écologique. Tu sais, ils ont fait tout le cycle de vie, ouais, de chaque. J'avais reçu en entrevue, super intéressant, la personne qui est derrière ça. Puis, ils sont allés faire, tu sais, justement toute l'évaluation de l'empreinte écologique de chaque repas qui sont servis à la cafétéria pour que les étudiants puissent faire un choix éclairé en fonction de ça. Puis il disait, bien évidemment, tu sais, ce qui a une empreinte écologique très, très importante, c'est la viande de façon générale, mais plus particulièrement le bœuf. Mais tu vois, il me disait, ils ont eu certaines surprises où ils avaient instinctivement, ils s'étaient dit, on va déplacer ça vers des repas sans viande. Oui. Mais t'en as qui ont dû, je pense que c'était comme si tu veux, un gratin dauphinois, là, tu sais, un repas avec pommes de terre et fromage. Et le fromage a aussi une empreinte qui est très, très, très élevée aussi. Donc, il disait tout ce qui était avec du fromage, finalement, avait une empreinte écologique très forte. Ouais. Donc là, ils mettent des pastilles de couleur, si tu veux. Donc, les étudiants, s'ils veulent faire attention à ça, c'est sûr qu'après ça, bon, tu as la question du prix qui est une autre variable, mais tu sais, s'ils veulent faire attention, au moins, au lieu d'avoir juste des pastilles caloriques, mettons, comme on voit dans certains restaurants, mais là, il y a la pastille empreinte écologique qui leur permet, comme consommateur, si on veut, de prendre une décision éclairée là-dessus. Là. Ben moi, j'aime ça et ça pourrait être l'avenir sur le devant des emballages au même titre qu'on va mettre, il y a un nouveau logo qui s'en vient, teneur élevée en gras saturé, en sodium. Pourquoi qu'on mettrait pas cette pastille-là aussi? Je pense entre autres l'application Yuka qu'on a parlé il y a quelques semaines ensemble. Il y a maintenant un éco-score, donc en plus d'évaluer la note du produit, bon, il y a déjà l'aspect biologique qui est considéré, qui est 10% de la note, la valeur nutritive, la liste d'ingrédients. Et maintenant, ils ont développé un éco-score, donc un petit peu sur le même principe. Puis ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Je pense que c'est l'avenir. Mm-hmm. Donc oui, tu voulais me parler aujourd'hui de végétarisme, justement. Tu sais, il y a un beau lien à faire avec cette lettre ouverte-là. C'était pas c'était pas en ce sens-là que tu l'avais préparé, mais comme tu as toujours un timing extraordinaire, tu vois, parce que ça reste que c'est vrai que ça a de plus en plus la cote, là, les gens qui prennent la décision de ne plus manger de viande, mais il y a quand même pas mal d'éléments dont il faut tenir compte aussi quand on fait ce choix-là. Oui, puis en fait, il y a différents types de végétarisme et selon la quantité d'aliments qu'on exclut, il y a plus de risques de déficience. Déficience nutritionnelle, bien sûr. Je pense, par exemple, le végétalisme. Là, on va vraiment exclure tous les produits d'origine animale. Donc, il y a pas d'œufs, il y a pas de lait, évidemment, mais il y a pas de miel, il y a pas de gélatine. Donc, on va très, très loin.
là, on n'est plus à risque de certaines déficiences parce que, bon, du fait qu'il n'y ait pas de produits laitiers, on pense calcium, vitamine D, on pense fer, on pense vitamine B12 qu'on va retrouver dans les produits d'origine animale. Il y en a un petit peu la B12 dans les produits comme la levure nutritionnelle, mais l'absorption n'est pas optimale. Ensuite, t'as le lacto-végétarien qui est souvent lacto-ovo-végétarien. Et ça, on arrive quand même à mieux s'en sortir. Donc, du lait, des œufs, puis le reste, c'est des produits d'origine végétale. On a également le pesco. J'avais jamais entendu ça, Isabelle. Le lacto-ovo-végétarien. Donc, c'est pas de viande, pas de lait, pas de fruits. Donc, c'est pas tous les produits animaliers, c'est ce que je comprends. C'est juste certains. Non, parce qu'on prend des produits laitiers et des œufs. Et on a parlé des œufs ensemble, à quel point c'est protéiné. Donc, le lacto-ovo-végétarien consomme du lait, du fromage, des œufs. D'habitude, on s'en sort plutôt bien. Il y a le semi-végétarien qui dit, moi, j'exclus juste la viande rouge, mais je mange la volaille, du poisson. Il y a le pesco-végétarien qui va manger juste du poisson. Et de plus en plus, le courant, puis c'est d'ailleurs dans la lettre du Journal de Montréal, ce que les étudiants au doctorat disaient, d'aller plus vers le flexitarisme, qui est un genre de semi-végétarisme aussi, mais de juste avoir la conscience de dire je vais réduire ma consommation essentiellement de viande rouge pour des raisons écologiques, bien sûr, mais pour des raisons de santé, considérant que la viande rouge est potentiellement cancérigène en lien avec le cancer du côlon. Donc, selon les types de végétarisme, on s'expose plus ou moins à des déficiences nutritionnelles. Là, plus on retire d'aliments, plus on doit être vigilant sur la qualité de notre alimentation et la diversité pour rencontrer ces apports nutritionnels recommandés au quotidien, là. Mais il y a quand même des avantages, là, j'imagine aussi, Isabelle, d'un point de vue nutritionnel. Là, mettons qu'on exclut la partie environnementale de notre échange, il y a des avantages à diminuer ou à exclure la viande et les produits animaliers. Je dirais les avantages, d'origine animale, produits animaliers. Voilà. Mais je dirais les avantages dans les études populationnelles, souvent les végétariens sont en meilleure santé. Mais il faut pas oublier qu'en général, il y a des facteurs confondants. Ils sont plus sportifs, ils ne fument pas, ils consomment l'alcool en portion modérée ou pas du tout, donc pas de tabagisme. Ils ont vraiment des meilleures habitudes de vie en général. Il y a moins d'obésité aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle en épidémiologie des facteurs confondants qui font en sorte que oui, ils sont en meilleure santé, mais je pense que c'est beaucoup les plus aussi qu'ils mettent dans leur assiette. Plus de végétaux, protéines végétales, fruits, légumes, grains entiers, noix et graines, qui sont des aliments qui sont associés à la prévention d'une panoplie de maladies chroniques et d'un vieillissement en santé. Donc, il y a énormément de points positifs. Ceci dit, ça veut pas dire qu'il faut exclure la viande. Ça veut dire qu'on modère la viande et on en profite pour ajouter les plus qui sont si bénéfiques dans cette alimentation-là, végétarienne ou encore flexitarienne. Puis est-ce qu'il y a des éléments, par contre... excuse-moi, il y avait d'autres plus que tu voulais aborder, j'imagine, là? Je ne l'ai pas coupé sur ton élan. Non, meilleure santé cardiovasculaire, diminution du risque de cancer. Donc, le flexitarisme, pour moi, rappelle le régime méditerranéen. Il y a peu de viande rouge, est en haut de la pyramide. Donc, c'est essentiellement ça les points positifs. Puis qu'est-ce qui doit être surveillé pour ceux qui font ce choix-là? D'avoir assez de protéines. Et là, j'ai un exemple. Souvent, j'ai vu des gens devenir végés, dire « Ah, moi, je vais manger des noix, des graines, je vais combler mes besoins en protéines. » Si on regarde 150 millilitres de noix, là, ça fait quand même 600 calories. Puis, on a, pour aller chercher notre 15 grammes de protéines, qui est comme un minimum, là, on vise 15 à 20 grammes de protéines par repas. On l'a abordé quelques fois, mais ça prend beaucoup de noix, là, si on veut dire, moi, je rencontre mes besoins en protéines. Pour les graines, comme des graines de tournesol, c'est un petit peu plus qu'une demi-tasse pour aller combler ses besoins en protéines. Donc, ça prend une tasse de pois chiches. Donc, si moi, je dis, je vais mettre un quart de pois chiche dans ma salade, je n'ai
pas mon apport protéique. Puis ça, c'est l'erreur la plus fréquente que je vois. On retire les protéines, puis on met un petit peu de légumineuses, mais à peine, parce qu'on veut pas trop de ballonnement, fait qu'on en met un petit peu, mais on en met pas trop, ou on prend juste du humus, ou on prend juste un petit peu de noix. Donc ça, c'est l'erreur la plus fréquente, puis ça vient avec souvent un manque de fer, un manque de zinc, de B12, calcium et vitamine D, là, qui sont les nutriments qu'on doit cibler. Puis on vient c'est ça, dans le fond, comment on peut compenser Oui. comment on équilibre tout ça dans le fond? D'avoir un 100 grammes de tofu, 100 grammes de tempeh, une tasse de légumineuses au sein du repas, de chacun des 2 repas principaux. Si on opte pour le végétalisme, on s'en tient à ça, mais si on est lacto-ovo, il y a beaucoup plus de souplesse. Je peux avoir un œuf cuit dur le matin, je peux avoir le fromage qui est une source de protéines intéressante aussi, moins écologique, tu l'as mentionné, les produits laitiers, mais quand même une bonne source de protéines, de calcium, donc ça vient un petit peu compenser les besoins. Puis, durant mes années de clinique, j'ai vu aussi beaucoup de parents inquiets disaient « Oh mon Dieu, mon enfant veut devenir végane. Qu'est-ce que je fais? » Ça aussi, c'est une autre considération. Là. On ne devient pas végétalien comme ça sans voir personne, sans avoir de notions de base en nutrition. Là. Mais justement, en mode pratico-pratique, tu voulais nous parler de 3 exemples types de jeunes qui suivent un menu végétarien, là. Exact. Moi, c'est des cas que j'ai vus en clinique. C'est des parents qui sont arrivés. Par exemple, Émile, un petit gars de 8 ans et demi, 4 pieds 2 pouces, 55 livres, très actif. Il fait 4-5 heures par semaine d'activité physique, du hockey, du soccer, de la natation. Donc, ses besoins en protéines sont élevés. Mais il est quand même lacto-ovo végétarien. Puis là, les parents disaient, ouais, mais s'il mange pas de viande, il pourra pas faire son sport. Donc, on a équilibré son menu. Il mangeait quand même bien, mais je vais donner un exemple. Le midi, une salade de riz épinards avec un petit morceau de gâteau maison aux carottes en dessert. Il n'y avait pas assez de protéines. Donc, ce qu'on a rajouté, étant donné qu'il est lacto-ovo, là, on s'est permis d'ajouter 2 œufs le midi. Les produits laitiers sont possibles aussi. Le matin, Émile avait une grande tasse de jus d'orange. La Société canadienne de pédiatrie nous dit de réduire le jus à une demi-tasse maximum par jour. Donc, j'ai réduit à une demi-tasse de jus d'orange. Bon, c'est du sucre d'absorption rapide, mais c'est un sportif, Émile, c'est quand même correct. Mais j'ai rajouté du lait qui va rajouter des protéines dans son petit déjeuner. Donc, il y a beaucoup de fruits dans son alimentation. C'est correct, c'est des sucres d'assimilation rapide, c'est un sportif. Mais quand même, rajouter des protéines parce que ses besoins en protéines pour un sportif sont un petit peu plus élevés qu'une personne sédentaire. Le soir, kefta de pois chiches, sauce au yogourt, un petit couscous aux légumes. Donc, le soir, c'était quand même très bien. Puis, j'ai ajouté des petits smoothies protéinés à base de tofu soyeux dans sa journée aussi là, pour aller chercher un apport en protéines plus intéressant. Ensuite, j'ai un deuxième cas. J'ai Christine, si on a le temps, j'ai Christine Marie qui a 16 ans, qui pèse 100 livres. Ça, j'ai vu ça souvent. Donc, des filles très, très minces. Et là, ce qu'il faut surveiller comme parent, c'est que ça cache pas un trouble alimentaire parce qu'il y a une croissance phénoménale des troubles d'orthorexie et d'anorexie chez les jeunes aussi durant la pandémie. Avec les médias sociaux également, les images véhiculées de jeunes filles toujours plus minces les unes que les autres, là. Donc, il faut tout de suite établir dans une relation de confiance s'il y a un trouble de comportement alimentaire. Christine, 5 pieds 8, 100 livres, on est vraiment à limite. On a un IMC de 15. Donc, on a bonifié son alimentation. Parfois même, un jeune qui dit « je veux devenir végétalien ou végétarien », ça peut être un trouble alimentaire derrière. Donc, il faut creuser un peu plus. Ah oui, pourquoi? Ah, le bien-être animal, l'environnement. Parce que parfois, ça peut être juste je veux diminuer les calories. Puis en omettant la viande, les sauces et tout ça, ça peut faire chuter les calories. Donc, faut être prudent pour une jeune fille. Et dans son cas, j'ai augmenté les portions de noix aussi. Elle prenait une dizaine d'amandes en collation, varier ses repas. Et voilà pour Christine. Et très rapidement, ton dernier cas, Isabelle?
Carl, 20 ans, très mince aussi, 138 livres, 5 pieds 11, il s'entraîne en musculation. Carl, lui, il veut augmenter ses muscles, sa masse musculaire. On voit souvent ça chez les jeunes garçons. Donc, lui, le matin, de l'eau puis une banane. Donc, j'ai rajouté un petit smoothies aussi avec des protéines, encore une fois. Il est végétalien. Donc, aucun produit d'origine animale, donc un petit peu plus complexe pour s'assurer de combler les besoins en protéines puis monter sa masse musculaire. J'ai augmenté ses protéines le midi, du riz blanc, une saucisse au tofu. J'ai augmenté un petit peu les protéines. Par exemple, en collation, l'après-midi, prenait des rôtis avec de la margarine. J'ai rajouté du beurre d'arachide, qui est végétalien aussi. Et ben voilà, fait que Carl a réussi à monter son poids, monter un petit peu sa masse musculaire là, sans tomber dans la bigorexie là, qui serait un trouble alimentaire également. Donc, on arrive à équilibrer en nutrition, consulter une nutritionniste, un nutritionniste pour vraiment s'assurer de combler les besoins. Puis en même temps, ça répond aux inquiétudes des parents qui sont souvent vraiment inquiets là, que les jeunes commencent à délaisser des protéines. Puis cela dit aussi, Marie, moi, un parent qui est vegan puis qui impose ça à son enfant, je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est vrai, je parle à un enfant de 2-3 ans, là, laissons sa croissance place à la belle croissance avec suffisamment de protéines, produits laitiers, puis après ça sera un choix à faire plus tard, là. Isabelle Huot, docteur en nutrition, merci pour tous ces conseils. Merci. À bientôt. Bye.